Pourquoi avec un appareil comme ça, volts. Déjà, je crois on fait tout sauter, on n'a pas quoi. Ça, c'est le droit commun, le code civil, le droit commun des contrats. Alors, très rapidement, milieu du 19e siècle, avec cette industrialisation, rappelez-vous les quelques photos que j'ai mis à l'écran tout à l'heure, il est apparu que le contrat particulier, qui avait été créé, inventé pour les relations de travail, lorsqu'une personne fournissait sa prestation de travail à quelqu'un d'autre, eh bien ce code civil, il n'était peut-être pas complètement adapté à ce type de contrat. D'accord ? Je n'ai pas dit, mais le code civil, il ne connaît pas l'expression contrat de travail. Il parle de contrat de louage de service et il admet qu'on puisse vendre, qu'on puisse louer des choses et qu'un individu, une personne physique, puisse louer sa force de travail. C'est le contrat de louage de service 1804. D'accord ? Or, très rapidement, au milieu du 19e siècle, donc, je reviens à mon histoire, il est apparu que les personnes qui louaient leur force de travail, la seule richesse qu'elles avaient, eh bien, elles étaient dans des situations contractuelles assez défavorables, assez défavorisées. Et puis, au milieu du 19e siècle, il y a aussi Ange Guépin, que l'on connaît bien sur Nantes, mais également d'autres rapports qui ont démontré la situation de misère dans laquelle vivaient ces populations actives. Et donc c'est sur cette logique de prise en compte de la particularité du contrat par lequel on loue sa force de travail, ce qu'on appelle aujourd'hui le contrat de travail, qu'a été portée l'idée d'un droit du travail pour protéger une partie la plus faible. Parce que le Code civil et le droit commun et contrat étaient complètement insuffisants pour la protéger. Et donc c'est dans cette idée, dans cette logique qu'est né le droit du travail. Et donc la première loi sociale, dite sociale, considérée comme telle, fondatrice d'un droit du travail, c'est la loi de 1841 sur le travail des enfants, qui va fixer un âge minimal d'admission au travail, 8 ans, en dessous on ne peut pas, et pour ces enfants de 8 ans, qui va limiter la durée du travail à 8 heures par jour. Pour ceux de 12 ans, ça sera 12 heures, etc. Voilà, un principe d'interdiction du travail de nuit pour les enfants, c'est aussi la loi de 1841. C'était une loi courte, très très simple, qui n'a jamais été appliquée, qui n'a quasiment pas été appliquée. D'accord ? Mais juridiquement, il y avait une pierre qui était posée. On pourra revenir sur cette loi-là, mais je suis peut-être déjà un petit peu trop long. Et puis après, on a eu dans cette logique de protection un certain nombre d'autres textes, très très rapidement, la loi de 1874 sur les enfants et puis les filles mineures, pareil, un âge minimal, une durée maximale de travail, la loi de 1893 sur l'organisation de la protection de la santé, enfin, on ne l'appelait pas comme ça, l'hygiène et la sécurité dans les établissements. Et puis je vous ai mis d'autres exemples, voilà, d'autres exemples un petit peu emblématiques de cette histoire du droit du travail en tant que branche du droit qui vise à assurer la protection d'une partie au contrat de travail. Et il est vrai qu'aujourd'hui, le droit du travail, intrinsèquement, par principe, est d'abord un droit de protection. Alors cet objectif, il est un petit peu remis en cause actuellement, parce que précisément pour certains, cette logique de protection, elle est un obstacle à la fluidité du marché du travail, elle est un obstacle au fonctionnement agile de l'entreprise, et qu'il y a donc un certain nombre de contraintes qu'il faudra peut-être lever. Premier objectif, droit de protection. Deuxième objectif, je vais peut-être un petit peu plus rapide, mais c'est important dans le droit du travail. C'est l'idée que le droit du travail a aussi pour fonction d'organiser collectivement les relations professionnelles. C'est l'organisation à la fois du dialogue social, de la négociation collective, la mise en place de la représentation du personnel, et puis la grève, même s'il y en a de moins en moins, mais voilà les trois aspects du droit collectif du travail. Ça, c'est aussi une particularité très très forte du droit du travail, c'est-à-dire que quand bien même c'est une branche du droit qui porte sur une relation contractuelle, donc interpersonnelle, interindividuelle, il y a nécessairement une dimension collective dans laquelle ces contrats de travail sont exécutés, et le droit doit prendre en compte et également réguler cet aspect collectif des relations professionnelles. Alors là, quelques autres exemples, vous l'avez vu, sur la première loi sur les conventions collectives. Première loi vraiment d'importance sur les conventions collectives, c'est 1919. 1936, nouvelle loi sur le sujet. Il y avait eu avant 1938
d'autres expériences de mise en place de représentants du personnel, notamment dans les mines, à la fin du 19e siècle. Mais là, c'est en 1938 qu'est mise en place la première institution représentative du personnel, qui correspond un petit peu ou prou aux figures actuelles de la représentation du personnel dans l'entreprise. Donc un droit de protection, un droit d'organisation collective du travail. Et puis troisième objectif du droit du travail, l'organisation du marché du travail. Là, on est au niveau macro, on va dire. On n'est pas au niveau interpersonnel, au niveau micro, on est au niveau macro. Mais le droit du travail, il joue aussi sur cette organisation du marché du travail. L'idée ici, et ça c'est un objectif assigné au droit du travail, quelquefois on parle de droit de l'emploi, c'est d'organiser l'occupation maximale de la main-d'œuvre sur le marché du travail. Et c'est pour ça que l'on trouve dans le droit du travail des réglementations en matière de formation professionnelle, en matière d'organisation du marché du travail. Vous avez vu, j'ai mis l'assurance chômage, c'est 58, la NPE, l'ancêtre de Pôle emploi, c'est 1967. FPC, c'est la formation professionnelle continue, la première loi d'ensemble 1971, mais on a aussi des réglementations dans le Code du travail sur le recrutement, sur les politiques de l'emploi, sur les contrats aidés, sur les aides aux entreprises. Voilà. Tout ça, c'est aussi le droit du travail. Donc vous voyez, c'est une branche du droit particulière qui dépasse la seule réglementation du simple contrat de travail, outil juridique d'organisation d'une relation. Voilà les trois objectifs fondamentaux du droit du travail. Alors, ce que je vous ai mis là, c'est peut-être pas très lisible, mais sur la diapo, c'est un facsimilé de la première page du premier Code du travail, enfin de la loi qui a organisé le premier Code du travail en 1910. Juste pour en dire quelques mots, le droit du travail, c'est aussi un droit, au-delà de ses fondamentaux et de ses particularités, qui est en évolution quasi permanente. C'est un droit qui est en mouvement quasi perpétuel. Et c'est vrai que quand on s'intéresse à cette branche du droit, c'est très très difficile de tout suivre, même les spécialistes que nous sommes. Il y a un certain nombre de choses que l'on maîtrise pas, faut le dire, moi j'ose le dire, ou beaucoup moins, ou sur lesquelles on n'a pas forcément des idées complètement claires, où il faut peut-être réfléchir, vraiment ouvrir le Code du travail pour approfondir les choses. Bref, un droit qui est en mouvement, qui a donné lieu à trois codifications principales. Aujourd'hui on a un Code du travail, mais auparavant il y a eu deux autres dates, trois avec celle du Code du travail actuel, dans lesquelles ont été mises en place des codes du travail. Donc la première, c'est le facsimilé que vous avez sur la diapo, c'est la loi de 1910, qui a compulsé tous les textes qui traitaient du droit du travail et du contrat de travail à l'époque. Ça a été très très long, le processus a duré jusqu'en 1927. Deuxième phase de codification du Code du travail, c'est 1973, où là on a eu une refonte du droit du travail. C'est par exemple en 1973 que l'expression contrat de louage de service, j'évoquais le Code civil de 1804, a été remplacée dans le Code du travail par l'expression contrat de travail. Pas si éloigné que ça, 1973. D'accord ? Et puis la troisième phase de codification, c'est 2008. Elle est plus récente, une phase de codification qui s'est voulue à droit constant, c'était quasiment à droit constant, même s'il y a eu un certain nombre de modifications. Dans ces particularités, ces spécificités de droit du travail, je voudrais rappeler également que le droit du travail se fonde sur un objectif de recherche d'un équilibre. On a bien compris que le droit du travail, il réglemente les relations professionnelles qui prennent pour base les contrats de travail. Donc ça intéresse directement un salarié, un travailleur. Ça va intéresser également un chef d'entreprise, parce qu'un chef d'entreprise, il va faire fonctionner son entreprise avec des contrats de travail. Donc le droit du travail, il est aussi en lien avec le fonctionnement de l'entreprise. Il est en lien avec la situation d'un travailleur dans l'entreprise. Et puis, il est en lien aussi avec cette organisation collective des relations professionnelles dans l'entreprise ou sur le marché du travail. Donc sur tout ça, que ce soit le fonctionnement de l'entreprise, la place de la personne en tant que travailleur dans l'entreprise, le fonctionnement collectif de l'entreprise et sur le marché du travail, le droit du travail, il doit composer avec ces pans-là, avec ces blocs-là, qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Ce que je veux dire par là, c'est que nécessairement, le droit du travail, il doit se fonder sur une logique d'équilibre, de recherche de l'équilibre. Alors après, l'équilibre, il est relatif, ça dépend où on place le curseur et comment on équilibre les choses. Mais ce que je veux dire par là, et ça me semble très très important, c'est presque consubstantiel au droit du travail. Tout droit du travail, quelle que soit son orientation, ne peut pas faire autrement
que de rechercher un équilibre. Alors, où sera l'équilibre? Où sera la clé de l'équilibre? C'est autre chose, c'est presque une considération politique, mais c'est inévitable. D'accord? Le droit du travail, c'est un droit de recherche de l'équilibre. D'accord? Pour le fonctionnement de l'entreprise, pour la place des travailleurs dans l'entreprise et pour le fonctionnement du marché du travail. Alors, une question que je voudrais poser inévitablement, lorsqu'on fait du droit du travail, on ne peut pas éviter de la poser. Est-ce que le droit du travail est complexe? Ça, c'est une question qui est récurrente, avec l'illustration que je n'ai pas mise là, de l'épaisseur du Code du travail, que l'on compare par exemple au Code du travail suisse. Vous avez sûrement vu cette image. Le Code du travail suisse, c'est pas la même chose de toute façon. On compare des choses qui sont complètement différentes, mais il était comme ça, et puis le Code du travail français, bien évidemment, à côté, il était obèse. Je vous ai pas mis ce cliché-là, je vous ai mis par contre des clichés d'autres codes. Le code de la route en haut à gauche, le code du commerce à droite, le code de l'environnement, le code de la santé publique en bas à droite. Sur le côté gauche, vous avez les versions actuelles ou récentes, et puis à droite, vous avez des versions plus anciennes. Vous avez vu, dans toutes les branches du droit, tous les codes, ils ont grossi, tous. Il n'y en a pas un qui a maigri. D'accord? C'est l'obésité partout. D'accord? Sauf qu'il y a une seule branche du droit, il n'y a qu'un seul domaine dans lequel on critique très très fortement, et plus que dans d'autres, l'obésité, c'est le Code du travail. Celui-là, il est beaucoup trop gros, il n'est pas plus gros que les autres, mais celui-là, c'est pas possible, il est trop important, trop imposant, et donc du coup, il est trop complexe, il devient presque un obstacle. D'accord? Je relativise quand même l'argument parce que, vous voyez, alors, ça ne veut pas dire que c'est bien ou pas bien, mais ça veut dire que cet argument-là, il peut être posé également pour d'autres branches du droit. Alors je reviens à ma question, le droit du travail est complexe. Bah oui, il est complexe. Oui, il est complexe. Je vous ai mis la citation en haut de Frédéric Sicard, qui est le bâtonnier du barreau de Paris, qui explique son point de vue sur la complexité du droit du travail. Bah oui, le droit du travail est complexe parce que le monde du travail est complexe et que les situations au travail sont complexes et que donc la réglementation de ces situations multiples et complexes ne peut être que complexe. Voilà. C'est un argument qui vaut ce qu'il vaut, mais qui n'est pas, à rejeter d'emblée. Alors, ce qui explique aussi la complexité du droit du travail, la lourdeur du droit du travail, c'est les spécificités auxquelles j'ai fait mention tout à l'heure. Bien évidemment, puisqu'il y a un certain nombre d'enjeux qui ne sont pas forcément directement conciliables ou qui peuvent apparaître contradictoires, bien évidemment, le Code du travail doit prendre en compte cette complexité, cette difficulté, et composer avec, et que la réglementation du travail compose avec cette difficulté. D'accord ? Et puis, dernier élément de réponse à la question, d'où viennent ces complexités? Pourquoi est-il complexe le Code du travail? Alors, pourquoi et depuis quand? La complexité du droit du travail, à peu près, on peut remonter à une trentaine d'années, c'est-à-dire le début des années 80, les lois Auroux, d'accord, qui ne sont pas pourtant présentées comme étant des lois négatives en matière de travail, mais c'est à peu près dans cette date-là, à partir de cette date-là, que la complexité, que la lourdeur du droit du travail a été considérablement accentuée. Pourquoi? Parce que précisément, il a fallu, c'est là qu'a émergé ce discours de flexibilité, de facilitation du fonctionnement de l'entreprise, et que donc, que le droit du travail devait être un obstacle, que l'on devait amoindrir, éviter, limiter, etc. Et donc c'est à partir des années 1980 qu'en droit du travail ont été mis en place un certain nombre de cas particuliers, d'exceptions. Et puis après, on a mis en place des dérogations aux cas particuliers, et puis des cas particuliers aux cas particuliers, etc., etc. Et on a tout un système de réglementation par strate qui sont venus se surajouter dans l'objectif de déréguler le droit du travail, mais en mettant de la norme supplémentaire. D'accord ? Donc il y a une contradiction, je parlerai de contradiction, mais il y a une contradiction certaine à dire qu'il faut déréguler, il faut faciliter le fonctionnement des entreprises en dérégulant le droit du travail, mais voilà, merci, du droit du travail, elle passe par un afflux de textes nouveaux. C'est complètement contradictoire. Alors il y a une autre contradiction, c'est que dans le droit du travail, depuis bien longtemps, il y a un certain nombre de souplesses. Le droit du travail, il est depuis bien longtemps flexible, souple,
agile, adapté, je pourrais utiliser tout un tas d'adjectifs, mais il y a déjà tout un tas de facilités qui existent dans le droit du travail. Modulation du temps de travail. Modulation du temps de travail. J'aurais peut-être pas l'occasion de donner cet exemple, je vais essayer de donner quelques exemples dans mon exposé. Modulation du temps de travail, c'est-à-dire on organise le temps de travail sur des cycles plus que la semaine, le mois, l'année, et depuis la loi travail, ça peut même être sur 3 ans. L'intérêt, c'est qu'on peut payer les heures supplémentaires 3 ans après. D'accord ? Ça, c'est quand même une sacrée souplesse, de payer des heures supplémentaires 3 ans après qu'elles aient été faites. C'est pas mal comme souplesse. D'accord ? Hein ? Le CDD, la multiplication des possibilités de rupture du contrat de travail. Il faut savoir qu'il y a de moins en moins de licenciements pour motif économique. Parce qu'il y a de plus en plus de possibilités d'arriver au même résultat sans passer par la réglementation contrainte du licenciement pour motif économique. Les dérogations au repos dominical, ça c'est la loi dite Macron de 2015. Beaucoup de souplesse. Le droit du travail est pourtant présenté comme étant une branche de droit rigoureuse, stricte. Vous vous rappelez le chiffre que j'ai donné tout à l'heure, à peu près 17 à 18 millions de travailleurs salariés en France. Par an, il y a à peu près 650 000 licenciements. On a à peu près, les derniers chiffres de 2007, ça sera aux alentours de 400 000, 450 000 ruptures conventionnelles. Vous rajoutez les départs en retraite, 650 000 par an. Vous rajoutez les fins de CDD, d'intérim, etc. Pas mal pour un droit qui est rigide, de permettre autant de ruptures du contrat de travail. Je vous donnerai tout à l'heure les taux de saisine du juge prud'homal qui sont en chute libre et qui déjà partent de chiffres qui ne sont pas très très élevés. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un droit qui permet autant de ruptures du contrat de travail, et tout ne se termine pas au Conseil de prud'homme, c'est quand même un droit qui n'est pas si rigide que ça. Alors on peut trouver des contre-exemples, bien évidemment, mais globalement, ce n'est pas un droit qui est si rigide que ça. Je rappellerai que le taux d'emploi des seniors en France est au-dessus des moyennes européennes. Pour les 55, 59 ans ou 60 ans, on est à 70%. Ça a quasiment été multiplié par 2 en 20 ans. Pour les 60-65 ans, on est à peu près dans la moyenne européenne. Il y a 50 000 accords collectifs qui sont conclus par an en France. 50 000, c'est énorme. 80% de ces accords, je dis 80% parce que je ne me rappelle pas précisément du pourcentage, mais je crois que c'est plus, 80% sont signés par des délégués syndicaux. Ce personnage honni par certains. D'accord ? Donc c'est intéressant d'avoir ces chiffres à l'esprit, parce que ça permet aussi de relativiser certaines perceptions de ces relations de travail, de ce droit du travail, et de cette régulation du droit du travail. Alors, voilà, vous l'avez compris, d'où vient le droit du travail. Oui, dernière illustration. Vous avez sous les yeux, on ne va pas rentrer dans le détail, l'ancien article L1233-3 du Code du travail. D'accord ? Une disposition du Code du travail. Elle est très importante, elle est très connue des juristes, parce que c'est celle-là qui définit le motif économique du licenciement. D'accord ? Donc, un mode de rupture du contrat de travail, et qui est sans cesse réformé par le législateur. D'accord ? Donc ça, c'est l'article 1233-3 du Code du travail, avant la loi travail et avant les ordonnances de 2017, qui ont un objectif, qui s'inscrivent dans un objectif de simplification du droit du travail. Je vous le rappelle si vous l'avez oublié. D'accord ? Vous voyez l'illustration simplification du droit du travail, après la loi travail et après les ordonnances de 2017. Là, elle est claire, ma diapo. D'accord ? Regardez la taille des lettres, etc. Le même texte dans le Code du travail aujourd'hui, donc après la loi travail et après les ordonnances. Voilà, la même chose. Simplification totale, absolue. D'accord ? Bon, demain, je passe une demi-journée avec des étudiants sur ce texte-là. D'accord ? Avant, c'était un petit peu moins. Demain, je sais que j'en ai pour 3-4 heures à discuter de ce texte-là. Hein. Mais je trouvais que la symbolique, elle est importante. Voilà, hein. On nous dit que le droit du travail, il faut le simplifier. Voilà le résultat des textes qui ont pour ambition de simplifier le Code du travail. Alors, on peut s'attarder un petit peu maintenant sur les évolutions en cours, sur les mutations, et essayer d'en tenter une analyse. Alors, plusieurs points ici. Premier point, c'est que incontestablement, ce mouvement-là qui a été initié dans les années 80, il aboutit à un changement de logique, à un changement de paradigme complet en droit du travail. C'est-à-dire que les fondamentaux
qui ont fait le droit du travail, ils sont incontestablement remis en cause. On peut le justifier pour certains ou le contester, mais c'est un fait, ils sont remis en cause. Alors qu'est-ce qui est remis en cause dans le droit du travail? Je vous rappelle que le droit du travail s'est construit un petit peu sur ce compromis de cette recherche de l'équilibre. Ce que Alain Suppiot, qui est un prof de droit du travail de Nantes, dont vous avez très probablement entendu parler, appelle l'échange de la subordination contre la sécurité. Le salarié accepte d'être subordonné sous l'autorité de son employeur en contrepartie d'une sécurité. C'est ce deal un petit peu qui a fait le droit du travail. Un pouvoir fort pour l'employeur, un pouvoir pour l'employeur en contrepartie de protection. C'est cet équilibre-là qui est touché actuellement, avec la limitation des protections des travailleurs et l'augmentation des prérogatives du pouvoir de l'employeur. Alors, ça passe par quoi? Ça passe par un recul dans l'équilibre de la relation de travail tout d'abord. Alors, c'est cette recherche de flexibilité de la part des employeurs. C'est intéressant parce que dans les discours modernité, ancien, rétrograde, etc., on peut aussi inverser les choses. C'est quoi la flexibilité? La flexibilité, comme j'ai utilisé le mot tout à l'heure, je le réutilise et je pense que vous allez le comprendre. La flexibilité, c'est une recherche de liberté contractuelle. C'est ça. On recherche de la flexibilité dans le contrat de travail, et notamment dans la rupture du contrat de travail. C'est tout le sens d'un certain nombre de réformes dans lesquelles on facilite le licenciement, on simplifie la procédure, on met en place des accords qui peuvent amener le licenciement, la rupture du contrat de travail. On facilite le licenciement économique, on enlève des contraintes qui étaient dans le licenciement pour motif économique. C'est la logique aussi de la barémisation des licenciements injustifiés. On y reviendra peut-être tout à l'heure dans le débat pour ne pas rentrer dans le détail, mais c'est la même logique qui est en cours. Recherche de flexibilité également en matière de négociation collective. On va négocier au plus près du terrain, au plus près de la réalité, c'est-à-dire dans l'entreprise. Là encore, c'est une recherche de souplesse, de simplification dans le débat contractuel, dans la négociation. On est presque dans du gré à gré, dans du contractuel, et presque dans cette logique d'égalité contractuelle, version Code civil 1804. Vous voyez où je veux en venir? C'est pour ça que je parle d'un rapport à la modernité qui peut être un petit peu renversé. Cette flexibilité, c'est une recherche d'autonomie contractuelle exacerbée dans le contrat de travail. Alors que précisément le droit du travail s'est construit contre cette idée-là. D'accord? Voilà. Où sont les modernes? Quelquefois, ils ne sont pas où l'on croit. Avec une sorte de retour un petit peu en arrière au Code civil de 1804. Mais derrière, il y a aussi cette idée aussi que le droit du travail, obstacle au fonctionnement de l'entreprise, doit devenir plus un droit dit de l'entreprise ou un droit de l'entrepreneur pour organiser le travail dans l'entreprise. Il y a un changement de logique, il y a un changement de paradigme. Ce qui est important également dans ce changement de logique, c'est la mise à l'écart du juge. Au maximum. C'est-à-dire qu'on se méfie dans ces réformes du juge. Et donc chaque fois qu'on peut écarter le juge, on le fait. La loi travail de 2016 l'a fait en matière d'avantages acquis individuels qui ont été supprimés carrément du Code du travail. Alors il y avait un très très important contentieux là-dessus. Le message il est net. On veut limiter l'apport du juge sur ce terrain-là. C'est pareil en matière de licenciement pour motif économique. Lorsque le législateur définit, vous avez vu mon texte, l'article 1233-3 du Code du travail, et rentre dans un maximum de détails pour définir le motif économique, c'est en corollaire pour limiter la marge d'appréciation et la marge d'interprétation du juge. Plus on encadre le motif économique, moins le juge a de marge de manœuvre et de marge d'interprétation. Idem également avec cette nouvelle catégorie d'accords qui sont en train de se développer, les accords de maintien de l'emploi qui ont été disparus, on avait les accords de préservation et de développement de l'emploi, figure d'emploi complètement nouvelle qui a émergé en 2013, qui permet à l'employeur, ce sont des accords collectifs, donc il faut qu'il y ait une signature syndicale en face bien évidemment, mais la logique c'est celle-ci, ça permet à l'employeur d'adapter l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, d'adapter le niveau des rémunérations, et ce qui est négocié s'impose au salarié. C'est-à-dire que si dans son contrat de travail, le salarié a quelque chose qui est quand même plus favorable que dans l'accord, eh bien, il ne peut pas revendiquer son contrat de travail, il n'y a plus de principe de faveur, l'accord prime. Et si le salarié n'est pas d'accord, son refus fonde son licenciement. Donc là encore, on a une logique qui facilite le licenciement.
au passage, qui permet de mettre à l'écart ce qu'on appelle le principe de faveur. Alors, les ordonnances de 2007 ont mis en place aussi des modèles de lettres de licenciement. Un décret qui est paru le 30 décembre publie, il y a quelques-uns qui ont été oubliés, mais je crois qu'il y a 5 ou 6 modèles de lettres de licenciement. C'est de plus en plus facile de licencier parce qu'on a le modèle. D'accord ? Il suffit de remplir les cases. J'exagère un petit peu, mais là encore, c'est la même logique. La mise à l'écart du juge. D'accord ? Si on cadre les choses en amont, ça limite derrière, en aval, l'intervention du juge. Changement du paradigme également, changement de logique, j'en ai parlé un petit peu, avec peut-être pas une destruction, le mot un petit peu fort, mais une limitation, un recul des collectivités au travail. Tout ce qui touche à la négociation collective, à la représentation du personnel. Il faut savoir que moins la loi travail, mais surtout les ordonnances de septembre 2007, ont augmenté assez substantiellement les possibilités de négocier dans l'entreprise sans syndicat. C'est en corollaire la montée en puissance du référendum d'entreprise. Et c'est un changement de logique complet ici. Un référendum, il est proposé par l'employeur, dans 80% des cas, il est rédigé par un avocat spécialisé, et il est proposé par référendum aux salariés. Vous êtes pour, vous votez oui, vous êtes contre, vous votez non. Il n'y a pas de logique de négociation. On passe d'une logique de négociation à une logique binaire d'acceptation ou de refus. D'accord ? Donc là encore, c'est un recul des collectivités au travail dans la dimension négociation. Idem également à propos de la fusion des instances représentatives du personnel. On avait jusqu'à présent une diversité des instances représentatives du personnel, avec des logiques différentes, des spécificités différentes. Là encore, on unifie dorénavant les instances représentatives du personnel dans un comité social et économique. C'est la fin de la spécialisation. Là encore, c'est d'une certaine manière, d'un certain point de vue, un recul. Je comprends que ça soit une simplification pour un employeur, c'est plus simple d'avoir une instance représentative du personnel plutôt que d'en avoir 4, voire plus lorsqu'on a des établissements, des groupes, etc. Mais c'est là encore un recul. Recul également des problématiques de santé au travail. Je vois que je n'avance pas beaucoup. Je vais faire un focus tout à l'heure sur les problématiques de santé au travail. Donc j'en parle moins ici, je vais y revenir tout à l'heure. Ça va me permettre de gagner peut-être un petit peu de temps. Alors, des contradictions apparaissent. Alors, où sont les modernes ? J'ai posé la question tout à l'heure et puis j'y ai déjà répondu. Là, dans cette recherche de contractualisation de la part des employeurs, c'est une logique plutôt, on va dire, droit civil des contrats et moins droit du travail. Vous me suivez ? Vous comprenez ce que je veux dire, hein ? Donc le débat moderne ancien, on l'a déjà évoqué. Ce qui est important, deuxième contradiction, c'est le décalage avec l'organisation de l'entreprise. On s'aperçoit qu'il y a une complexité de plus en plus accrue au niveau des entreprises. Complexité de plus en plus accrue au niveau de l'organisation des entreprises, avec des mécanismes de participation croisée, des logiques de sous-traitance, de groupes ouverts à l'international, etc. Bref, les organisations des entreprises sont de plus en plus complexes. Ça, c'est indéniable. Les fonctionnements des entreprises sont également de plus en plus complexes. C'est la question des nouvelles technologies, c'est la question de l'interface de l'homme avec les machines, etc. etc. Les enjeux sont également de plus en plus importants et se complexifient au travail. L'enjeu de la santé au travail en est qu'une illustration. Ce que je veux dire par là, c'est que de plus en plus dans le monde où on est aujourd'hui, du côté de l'entreprise, il y a de la complexité. Or, il y a une contradiction à admettre cette complexité accrue du côté de l'entreprise et cette tendance de simplification absolue, excessive, du côté du salarié. Moi, j'y vois une contradiction. C'est-à-dire qu'on admet la complexité de l'entreprise à différents niveaux et on recherche la simplification à outrance du point de vue des salariés. De mon point de vue, vous en serez d'accord ou pas, il y a ici une certaine forme de contradiction également. Alors, je reviendrai sur les considérations internationales tout de suite. Vous constatez que j'ai peut-être une vision un petit peu pessimiste, un petit peu noire de la chose. D'où pourrait venir la lumière ? Alors,
C'est intéressant, j'ai insisté tout à l'heure sur le plan historique, vous avez vu à comment a émergé le droit du travail par rapport au droit civil et par rapport au droit commun des contrats. Hein. Le droit du travail est né d'une insuffisance du droit civil, du droit commun, à réglementer le travail. Hein. C'est ça l'idée. Vous avez peut-être souvenir de cette caricature, alors que je cherche désespérément et que je ne retrouve pas, mais c'est une caricature qui a bien existé, un dessin qui date de quelques années, une vingtaine d'années je crois, où vous avez dessiné un employeur et un salarié qui sont en train de se chamailler, de faire la bagarre. Et l'employeur est avec un code civil en train d'essayer de malmener le salarié, et le salarié, lui, tente de se défendre avec un code du travail. Je ne sais pas si vous avez vu cette image-là, mais cette image-là, aujourd'hui, on pourrait presque l'inverser. C'est-à-dire un employeur qui tape avec un code du travail et un salarié qui tente de se protéger avec un code civil. J'inverse les choses. Alors j'illustre le propos. Ce qui est intéressant par rapport à ces évolutions du droit du travail, ces mutations, ces réformes du droit du travail, c'est que dans le droit civil, dans le droit commun des contrats, on a aussi des évolutions en cours. Il y a aussi des réformes qui sont très importantes. D'accord ? On a fin 2016 une ordonnance, on a réformé aussi par ordonnance, qui a refondu le code civil complètement, enfin sur la partie contrat, mais qui l'a refondu complètement. D'accord ? Donc on a une réforme de la partie du code civil sur les contrats. Donc je répète ce que je disais tout à l'heure, ce que j'ai appelé jusqu'à présent le droit commun des contrats, et un certain nombre de principes généraux qui s'appliquent dans toutes les autres branches du droit, y compris le droit du travail. Et puis, est en cours une réflexion, mais il y a un projet d'ordonnance, etc., de réforme également du code civil dans la partie responsabilité civile. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le droit civil, le code civil évolue. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que le code civil, sur certains points, évolue, et le code civil est réformé, sur certains points, dans un sens inverse, par rapport au droit du travail et au code du travail. C'est-à-dire, dans le droit du travail, tout ce que je viens de décrire, contractualisation à outrance, limitation de diminution de l'équilibre, augmentation des prérogatives de l'employeur, etc. Ça, c'est le mouvement droit du travail. On a un mouvement inverse dans la réforme actuelle, moderne, du droit civil. C'est intéressant. Ça veut dire que juridiquement, il y a peut-être là quelques leviers qui pourraient être mobilisés pour faire évoluer le droit du travail. D'accord ? Je répète que le droit commun, le droit civil, prime, enfin les principes du droit civil priment sur le droit du travail. Alors, quelques exemples que vous avez à l'écran. Le nouvel article 1143 du Code civil prévoit ce qu'il appelle l'avantage manifestement excessif. C'est un texte du Code civil qui est dans la partie des vices du consentement, d'accord ? Et sur le vice de consentement qui est la violence. Certains parlent de violence économique. Mais dorénavant, et ce n'était pas le cas auparavant, le Code civil prévoit qu'un contrat peut être annulé pour vice de consentement, pour cette pseudo-violence économique, un avantage manifestement excessif, lorsqu'une partie a obtenu un contrat ou a obtenu certaines choses dans un contrat en utilisant une position manifestement excessive par rapport à l'autre partie. Vous voyez, le Code civil qui auparavant fondait le contrat de travail sur l'échange des volontés, simplement, principe d'égalité contractuelle, il y a toujours ça, bien évidemment, dans le Code civil, mais il y a en plus une prise en compte des intérêts des parties et de la protection suffisante des intérêts des parties. D'accord ? Donc vous voyez l'évolution qui est un petit peu à rebours par rapport à la tendance inverse en droit du travail. Le nouvel article est également 1171 du Code civil sur le contrat d'adhésion. Contrat de travail est souvent présenté comme un contrat d'adhésion. Un contrat d'adhésion, c'est quoi ? C'est un contrat dans lequel une partie ne choisit pas le contenu du contrat. Je ne pense pas que vous discutiez dans le détail votre contrat d'assurance automobile. Il ne semble pas. Moi, j'y arrive pas en tout cas. Mais voilà, c'est typiquement un contrat d'adhésion où une partie adhère. D'accord ? Donc le Code civil réglemente ce type de contrat, bien évidemment. Et là encore, c'est une nouveauté. Le contrat d'adhésion peut être annulé s'il apparaît que dans le contrat, il y a un déséquilibre significatif. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un écart assez important dans les prestations, dans les obligations attendues des deux parties. Donc vous voyez, mon équilibre là, que l'on défait dans le droit du travail, on le recherche à l'inverse dans le droit commun des contrats. Donc c'est assez intéressant dans ces mouvements inverses. Je voudrais donner un dernier exemple qui est très très intéressant, alors qui n'est pas de droit positif, c'est-à-dire qui n'est pas dans la loi jusqu'à présent, c'est ce qu'on appelle la faute lucrative. Alors ce projet
d'article 1266 du Code civil, il est dans l'ordonnance que j'évoquais tout à l'heure de réforme du Code civil en matière sur le terrain de la responsabilité civile. Donc autre chose, par les contrats, la responsabilité civile. Et là encore, c'est une nouveauté. Alors ce qu'on appelle la faute lucrative, c'est un concept qui est ancien en droit, mais plutôt dans la doctrine. C'était pas dans le Code, c'était pas dans les réglementations. La faute lucrative, c'est la faute que je vais commettre en sachant très bien que j'ai un comportement fautif, mais je vais le commettre, mon comportement fautif, parce que je sais très bien que l'avantage qui va résulter pour moi de la commission de ma faute sera bien supérieur à l'éventuel dédommagement auquel je serai condamné s'il y a une action en responsabilité qui est attentée contre moi. Pour le dire différemment et en plus court, c'est un bilan avantage-coût qu'on fait. Je retire plus d'avantages, le coût est bénéfique à commettre la faute, même s'il y a une sanction derrière. C'est ce qu'on appelle la faute lucrative. Jusqu'à présent, elle n'est pas sanctionnée par le Code civil. D'accord ? Le projet de réforme du Code civil en matière de responsabilité envisage de l'introduire dans le Code civil. D'accord ? Alors, je viens maintenant à mon barème. Parce que vous le savez qu'une des ordonnances, c'est la 4e, ordonnance du 22 septembre 2017 a mis en place un barème d'indemnisation du licenciement injustifié. Vous en avez entendu parler. Alors de quoi parle-t-on ici ? Le licenciement injustifié. Je rappelle quand même qu'un licenciement injustifié, c'est un licenciement qui n'est pas causé, qui n'a pas de motif, qui n'a pas un bon motif, qui n'a pas un motif exact, qui a un vice sur le fond. D'accord ? Donc c'est un licenciement de la part de l'employeur qui est fautif. D'accord ? Le salarié, il a le droit à une indemnisation. Jusqu'à présent, il avait le droit à une indemnisation au minimum 6 mois de salaire. Et là encore, le juge intervenait. Et le juge, en fonction de l'absence de faute du salarié, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, en fonction de l'âge du salarié, parce qu'on sait très bien qu'être licencié à 57 ans, ça peut être plus problématique que d'être licencié à 30 ans. D'accord ? Le juge prenait en compte un certain nombre d'éléments pour moduler l'indemnisation sur la base de minimum 6 mois de salaire. C'est plus cette logique. Barème. Dorénavant, en fonction de l'ancienneté du salarié et puis de la taille de l'entreprise, il y a 2 barèmes différents, on a un montant maximal d'indemnisation. D'accord ? Donc on bloque au juge la possibilité d'indemniser trop. D'accord ? Ça change toute la logique. Ça change toute la logique du droit du licenciement, mais complètement. Le droit du licenciement, depuis 1973, était ce qu'on appelle un droit causé, c'est-à-dire que l'employeur pouvait rompre le contrat de travail, il a le droit de rompre le contrat de travail, mais il lui fallait un motif. Et ce motif était susceptible d'être apprécié par le juge, un droit causé. On avait donc une approche, on va dire, personnelle du licenciement. Le licenciement se fondait sur le motif, sur la raison. Maintenant, c'est complètement différent. Je veux me débarrasser d'un salarié. Parce que j'ai mes raisons en tant qu'employeur. D'accord ? Mais j'ai un motif, peut-être, qui n'est pas complètement suffisant, ou peut-être qui ne tient pas complètement la route. Combien ça va me coûter ? Je vais voir dans le barème. Il a tant d'ancienneté, au maximum, ça va me coûter 6 mois, 10 mois, 15 mois. Ok. Eh bien, si je peux, je provisionne le coût. D'accord ? Et je suis dans une logique économique, comptable du licenciement. Je licencie parce que je peux me payer le licenciement. Mais je serai condamné en tant qu'employeur à un dédommagement, encore faut-il que le salarié aille saisir le juge prud'homal. Et là encore, j'en ai pas parlé, j'aurai peut-être l'occasion de le faire tout à l'heure dans le débat, on ne lui a pas simplifié la tâche au salarié, pour aller voir le juge dès lors qu'il veut se plaindre de son licenciement. Donc seulement, je peux faire un licenciement qui est pas ou qui est mal ou qui est insuffisamment justifié, dès lors que je le paye, je prends un risque quand même. Mais si je provisionne, je sais que ce risque me coûtera tant. Vous ne faites pas un lien avec la faute lucrative ? Il y a un peu de faute lucrative là-dedans quand même, a priori. Peut-être que la jurisprudence sera vigilante et pourra être amenée à appliquer la logique de la faute lucrative à cette logique de barémisation. J'ai dit peut-être, on ne sait pas, d'accord ? On ne sait pas. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit bien que dans ces évolutions du droit commun et du droit civil, qui sont des évolutions inversées par rapport au droit du travail, il y a peut-être des arguments juridiques à faire valoir pour contrer un certain nombre d'évolutions. Peut-être un petit quart d'heure ? Alors oui, rapidement,
j'avais oublié que j'avais mis cette diapo-là, j'aurais peut-être dû la mettre avant. Tout ce que je viens de décrire dans ces évolutions et ces mutations du droit du travail, elles ont été fondées notamment sur un argument qui était de dire il faut simplifier le droit du travail, il faut simplifier, déréglementer le code du travail, parce que ça va fluidifier le fonctionnement des entreprises, ça va fluidifier le marché du travail, ça va faciliter le rôle des entreprises, et ça va favoriser les embauches. D'accord ? Cet argument-là, je pense que vous l'avez entendu. Si vous ne l'avez pas entendu, c'est que vous étiez sur Mars pendant un certain temps, mais je pense que vous l'avez entendu marteler, marteler, marteler. Économiquement, il n'y a aucune preuve établie et unanimement partagée. D'accord ? Alors vous avez compris mon angle de présentation des choses. Il y a même, je vais même plus loin, il y a même un certain nombre d'études sérieuses qui prouvent le contraire. J'en cite deux. L'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui a étudié, c'est une étude qui a été publiée en 2015 ou 2016, qui a étudié une centaine de pays qui avaient précisément porté un certain nombre de réformes du marché du travail pour voir les effets au regard du taux de chômage. L'étude de l'OIT montre qu'à moyen terme, ça a l'effet inverse, c'est que le chômage a légèrement augmenté. Il n'a pas diminué, il a légèrement augmenté. D'accord ? Là, je fais que citer également un organisme de l'ONU qui est le Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels. Il existe au niveau des Nations Unies un pacte des droits sociaux, culturels et économiques, dont le respect par les États est vérifié et contrôlé par ce dit comité. C'est un comité qui rassemble une petite vingtaine de juristes d'un certain nombre de pays et qui étudie les réformes qui sont mises en œuvre dans les pays au regard des principes portés par l'ONU. Vous avez compris la logique. Ce comité, il a examiné la loi travail. J'ai mis entre guillemets ses commentaires. D'accord ? Il considère sur un certain nombre de points que la loi travail de 2016 est rétrograde. Alors rétrograde, pas en jugement de valeur, rétrograde, et c'est très indiqué dans la décision de ce comité qui prend ses précautions, rétrograde dans le sens diminution en matière de droits, de garanties et de protection. Alors, deux exemples sont pris, je n'ai pas mes feuilles devant moi, mais plusieurs exemples sont pris dans le rapport du comité. Un exemple résulte de ces nouveaux accords en matière d'emploi que j'ai évoqués tout à l'heure, qui permettent, lorsqu'ils sont négociés dans l'entreprise, de s'imposer par rapport au contrat de travail. Et si le salarié refuse, eh bien, son refus fait le motif de licenciement. On a une cause préconstituée du licenciement. Or, les textes internationaux, et là encore, il y a peut-être un levier de réflexion et peut-être d'action. Or, un certain nombre de textes internationaux confèrent le droit à tout travailleur de pouvoir contester le motif de licenciement et de saisir un juge pour apprécier le motif de licenciement. Or, dans un schéma où vous avez un motif qui est préconstitué, qui fait automatiquement le motif de licenciement, les experts y voient un recul dans cette prérogative, précisément de tout travailleur, de demander à un juge d'apprécier son motif de licenciement. Donc il y a quelques arguments juridiques, en dehors du droit du travail, au niveau supranational et au niveau du droit du contrat, qui pourraient permettre de porter un regard peut-être et des solutions juridiques différentes sur ces évolutions du droit du travail. Alors le troisième point, c'est sur cette proposition de code du travail que j'ai évoquée tout à l'heure, pour peut-être donner une ouverture un petit peu différente par rapport à ce que je viens de dire jusqu'à présent. Alors quelques mots sur l'origine du projet et sur la méthode. C'est une initiative qui a été lancée par Emmanuel Doquès, qui est un collègue prof de droit du travail à Nanterre, à l'automne 2015, sur un certain nombre de constats. Les constats étaient les suivants. Première chose, c'est que le modèle salarié est majoritaire en France, dans le monde, et a priori, il devrait le demeurer. D'accord ? Donc c'est un modèle dominant d'organisation du travail. Premier constat. Deuxième constat, c'est que c'est vrai. Le code du travail, alors je ne suis pas venu par code du avec un code du travail, mais j'ai cours de main, donc j'avais mon ordinateur, mes feuilles de notes, etc. Et je ne vais pas prendre un gros code du travail qui va m'alourdir, qui va me casser le dos, etc. Donc je n'ai pas pris le code du travail, mais c'est vrai que le code du travail, il est imposant, il est complexe, et du coup, c'est ce qui nous intéressait là-dedans, il pose des problèmes d'accessibilité.
D'accord ? C'est difficile de connaître le droit lorsque la règle est complexe et abondante. Et puis le troisième élément de contexte, de constat, c'est que fin 2015, ça a été la période, mais faisant suite à d'autres rapports, propositions d'un certain nombre de milieux économiques ou de chercheurs, de menaces sur le droit du travail avec cet objectif de déconstruire le droit du travail parce que beaucoup trop complexe et que donc, dans cette logique économique que j'ai décrite tout à l'heure, il fallait à tout prix passer à autre chose et réformer le droit du travail dans un objectif absolu de simplification, entendons de restriction assez importante des droits, des prérogatives des salariés. Et donc sur cette base-là, nous on a voulu par l'exemple, par le concret, montrer que oui, il était possible de faire un code du travail plus simple, donc plus accessible, mais conforme à la philosophie qui doit être celle, d'après nous, selon nous, d'un code du travail, un droit de protection, d'organisation équilibrée des relations de travail. Donc notre proposition de code du travail, elle répond à cet objectif-là, de simplifier, mais tout en gardant une possibilité, enfin tout en organisant un équilibre dans la relation de travail. Donc on était une vingtaine, 22 je crois, d'une dizaine d'universités. Vous avez la liste ici, il faut automatiquement que je les cite. Avec un certain nombre. Alors la méthode, c'était un groupe ouvert. On était donc une vingtaine qui avons du début jusqu'à la fin participé au projet, qui avons rédigé, parce qu'à un moment il a bien fallu rédiger des articles. Mais il y a un certain nombre d'autres personnes qui se sont associées au projet pour nous apporter des expertises, des réflexions, des coups de main, etc. On a également eu l'apport, parce qu'on les a invités, des organisations syndicales. Les 5 confédérations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel ont, en décembre 2015, répondu positivement à notre invitation. Elles étaient toutes là. On a passé une journée à discuter avec elles pour échanger les points de vue, enfin, pour discuter sur l'objet. Un certain nombre d'entre elles, je ne vais pas les citer, nous ont quittés au fur et à mesure de l'avancement du projet, parce qu'en même temps, il y avait la loi travail, enfin, il y avait un certain nombre d'enjeux. Le texte a donc été publié en mars 2017 chez Dalloz, donc l'éditeur d'un des codes, on va dire, les plus connus. Code du travail actuellement, il fait à peu près 5500 articles. Nous, on est à un peu moins de 1500. Donc on a réduit sacrément la chose. Alors, pour être honnête, il y a 2 thèmes principaux qui manquent. La formation professionnelle, elle n'est pas dans le code du travail. On n'avait pas les compétences pour le faire, donc c'est pas dedans. Donc il faudrait rajouter quelques articles. Et ce qui manque également, mais là c'est volontaire, c'est tout ce qui est le contentieux prud'homal. Parce que nous, de notre point de vue, ça sera peut-être un autre projet. On estime que sur ces questions de travail et d'emploi, il faudrait un juge unique, un tribunal du travail, un tribunal de l'emploi, et pas que le conseil de prud'homme juge du seul contrat de travail. Donc c'est un objectif beaucoup plus large qui, de notre point de vue, dans la logique générale qui était la nôtre, ne trouvait pas la place dans ce texte-là. Dernière chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que c'est un outil de réflexion qui est sur la table. En aucun cas, et je crois et je pense que mes collègues seraient d'accord avec moi, en aucun cas notre objectif est que ce code du travail soit directement transférable de manière officielle. C'est une réflexion, c'est une proposition. Or, nous croyons, en tant que spécialistes de droit du travail, qu'un code du travail, il doit être le résultat de pratiques, de considérations politiques et bien évidemment de processus démocratiques. Or, ça, on ne l'avait pas. On avait une certaine pratique du droit du travail, on est tous spécialistes entre nous, là on a une trentaine d'ouvrages en droit du travail, on a nos orientations politiques qui n'étaient pas forcément les mêmes, mais il n'y a pas eu de processus démocratique d'adoption de la chose. Comprenez ce que je veux dire, c'est pas quelque chose, on ne l'a pas pensé comme étant quelque chose de directement transférable de manière officielle dans le fonctionnement des entreprises. C'est une contribution au débat. Alors, je ferai un focus rapide sur la santé au travail. Nous avons eu les honneurs de la télé sur Public Sénat, alors peut-être que vous n'avez pas vu, donc je vous mets l'image,
un listing d'un certain nombre de propositions que nous avons faites. Notre logique, c'est celle que j'ai évoquée à plusieurs reprises. Le droit du travail doit être un droit d'une relation de travail qui est équilibrée. Et donc notre code du travail, il n'est pas que pro-salarié. En aucun cas dans ce code du travail, on ne remet en cause et on ne conteste le pouvoir de direction de l'employeur, le pouvoir disciplinaire de l'employeur, le pouvoir d'organisation. Non, c'est lui qui fait ça. C'est son précaré. D'accord ? C'est sa qualité de chef d'entreprise qui lui confère ses prérogatives. Je dirais même que le pouvoir disciplinaire de l'employeur, on a entendu le renforcer, parce qu'on diminue le seuil pour la mise en place du règlement intérieur de 20 à 10, pour stabiliser précisément le pouvoir disciplinaire de l'employeur. D'accord ? On a également fusionné les instances représentatives du personnel. Alors pas toutes, mais on a quand même fusionné. Avant les ordonnances. D'accord ? On a réduit le délai de prescription en matière de licenciement. Ça, c'est un point commun qu'on a avec les ordonnances. Je pourrais expliquer tout à l'heure pourquoi. On a limité les visites d'embauche également. On a ouvert la résiliation judiciaire aux employeurs. Ça, c'est très très important. C'est un point technique, mais qui est très très important et qui, de notre point de vue, permettrait également de résoudre un certain nombre de choses. Alors, je vois que le temps passe, mais vous avez dû prendre connaissance un petit peu de la liste. Je ne sais pas, sur que la 6e semaine de congé payé, ça peut intéresser un certain nombre de personnes. Hein, mais. Vous l'avez déjà eu? Non mais, alors, tu pensais peut-être aux jours RTT, etc. C'est en lien avec les jours fériés. Dans la liste des jours fériés, il y a un certain nombre de jours fériés qui se fondent sur des fêtes religieuses, chrétiennes, etc. Or, tout le monde n'est pas pratiquant, tout le monde n'est pas forcément religieux. Donc, dans un objectif, on va dire, de laïcisation de la chose, de neutralisation, on a supprimé un certain nombre de jours fériés, et en contrepartie, alors plutôt les jours fériés, qui commémorent des moments ou des fêtes religieuses. En contrepartie, on met en place une 6e semaine de congé payé, de telle sorte que les salariés puissent choisir librement les jours de congé, parce que là, l'employeur ne peut pas s'y opposer sur cette sixième semaine de congé payé. Et donc, éventuellement, des salariés qui ont des religions autres, avec d'autres fêtes, ils peuvent poser un jour de congé dans ce cadre-là. On a fait le contrat unique. Ça, c'est une revendication ancienne de l'organisation patronale principale. On a fait le contrat de travail unique en supprimant les CDD, vous le voyez, c'est un petit peu. Alors, contrat unique, mais on a fait un vrai contrat unique. C'est-à-dire le même pour tout le monde. Mais le même pour tout le monde avec les mêmes droits dès le début. Alors que le contrat unique version MEDEF, c'est le même contrat pour tout le monde, mais avec des droits progressifs. C'est-à-dire qu'au début, vous n'avez pas beaucoup de droits, après vous en avez un petit peu, puis après vous en avez plus. Nous, contrat unique, mais avec les mêmes droits pour tout le monde. Et donc, sur l'emploi précaire ou à durée déterminée, c'est possible, puisqu'on peut, dans le contrat de travail, mettre ce qu'on a appelé une clause de durée initiale. C'est en remplacement des CDD. C'est-à-dire que l'employeur, pour remplacer un salarié, ou en cas d'accroissement de l'activité, il peut recruter un salarié, il n'y a plus de CDD, donc il le fait en CDI, mais il met une clause de durée initiale, qui prévoit que si un événement se réalise, eh bien, le contrat pourra prendre fin. Actuellement, avec le CDD, le contrat à durée déterminée prend automatiquement fin. Avec notre contrat CDI avec clause de durée initiale, si l'événement se réalise, l'employeur doit en apporter la preuve, donc il doit établir que l'événement qui a fait l'objet de la clause de durée initiale s'est bien réalisé et que les relations peuvent prendre fin. Il y a une obligation de reclassement du salarié et il y a une procédure minimale d'entretien, en fonction de la clause de durée initiale, d'entretien, voire ou alors à minima de courrier. On reviendra peut-être, vous aurez peut-être quelques questions sur un certain nombre d'exemples que j'ai listés ici. Je voudrais très très rapidement faire le focus sur nos apports en matière de santé au travail, parce que cette question, elle reste très importante, c'est des enjeux qui sont très prégnants en matière de travail. Quelques chiffres très très rapidement, je vous laisse en prendre compte. Plutôt des chiffres positifs, ce sont les chiffres de l'assurance maladie, publiés pour l'année 2016, donc publiés
il y a quelques mois, là, en 2017, avec un nombre d'accidents du travail qui diminue, un nombre de maladies professionnelles qui diminue, des secteurs d'activité qui sont en très très nette progression en matière d'amélioration de santé au travail. Vous voyez, j'ai mis bâtiments et travaux publics. J'ai pris les éléments de langage qui ont été mis en avant par la Caisse nationale de l'assurance maladie. Baisse des pathologies liées à l'amiante, etc. Baisse des troubles musculo-squelettiques. Il y a un certain nombre d'éléments positifs. Mais sur ce sujet de la santé au travail, il y a un certain nombre d'autres chiffres qui restent alarmants. Tous les ans, c'est plus d'1 million, entre les accidents du travail, les maladies professionnelles et les accidents du trajet, c'est plus d'1 million de salariés qui est victime d'un risque professionnel. Vous avez à l'inverse des bâtiments, des secteurs d'activité professionnelle, où là, les problématiques de santé au travail sont très très alarmantes, sont très très graves au regard des chiffres. Vous voyez, dans le secteur de l'aide et des soins à la personne, les accidents au travail sur 10 ans ont augmenté de 45%. C'est énorme, 45%. Très très important également, l'augmentation des problématiques de santé mentale. Ça, c'est très très important. Les chiffres sont incontestables sur ces problématiques de santé mentale qui sont pris en compte par l'assurance maladie. Un autre chiffre, en Allemagne qui nous est montré en exemple très très souvent avec les réformes qui ont été mises en place sous le gouvernement Schröder, les réformes Hartz, depuis 10 ans. Les arrêts de travail en Allemagne pour problématiques de santé mentale ont augmenté de 80%. D'accord ? Sur les 10 dernières années, ça a augmenté de 80%. Donc ces problématiques restent très très importantes. Les troubles musculo-squelettiques, en proportion de l'ensemble des maladies professionnelles, c'est l'ultra grande majorité. Ça pose le problème de la pénibilité. J'en dirai quelques mots tout à l'heure, mais on n'en a pas parlé également. Et puis vous avez vu les coûts. Hein. Ces risques professionnels, c'est plus de 200 000 emplois à temps plein perdus sur une année. C'est assez important. Alors, dans ce cadre-là, nous avons un certain nombre de propositions qui intéressent la santé au travail, qui s'inscrivent dans une logique qui ne vient pas de nulle part. Il y a des textes au niveau communautaire, il y a des évolutions jurisprudentielles, etc. Quelques exemples ici. Consécration de la qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail, on en parle beaucoup. Mais juridiquement, c'est pas grand-chose. C'est une obligation de négocier dans certaines entreprises, pas dans toutes. Obligation de négocier. On négocie, on ouvre des négociations, mais c'est pas obligation d'avoir un accord. Nous, on fait de la qualité de vie au travail, on va dire, le maître mot de l'organisation du travail par l'employeur. C'est-à-dire qu'il doit veiller à la qualité de vie au travail. Et que ça doit irriguer tout le droit de la santé au travail. On a donc proposé une reformulation de ce qu'on appelle les principes généraux de prévention. Vous connaissez par exemple ce principe d'adaptation du travail à l'homme. Il est dans le Code du travail, il résulte d'une directive de 1989. On propose de prendre en compte dans cette organisation sécurisée du travail tous les risques susceptibles de résulter de l'activité de l'entreprise. Or à présent, le droit du travail, je fais simple, je schématise, mais c'est pour faire passer l'idée. Le droit du travail, il organise la prévention des risques professionnels des travailleurs dans l'entreprise. C'est limité, d'accord ? On sait très bien que l'activité de l'entreprise, elle peut générer des risques industriels, voyons AZF, des risques environnementaux, des risques de santé publique, etc., etc. Il faut aussi que l'organisation de la santé au travail dans l'entreprise prenne en compte cette dimension des risques professionnels. Très souvent, un risque professionnel, c'est aussi un risque environnemental, un risque de santé publique, un risque industriel. Donc il faut prendre en compte, or le droit du travail ne prend pas en compte ces éléments-là. Donc en corollaire, extension de l'obligation de prévention. La pénibilité, on reprend la définition actuelle, mais on l'ouvre. La pénibilité, le droit de la pénibilité, il est très restreint, il est très restrictif. Et il est encore plus avec les ordonnances de 2017. D'accord ? Nous, on propose d'ouvrir la définition en enlevant un seul adjectif. Alors, est-ce que j'ai mis... Non, j'ai pas mis la définition de la pénibilité, mais le Code du travail nous dit que la pénibilité résulte d'un certain nombre de facteurs qui sont liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail. On a joué sur les adjectifs. Contraintes physiques ou mentales marquées, environnement agressif, et là on a enlevé l'adjectif physique, on considère que des facteurs organisationnels, par exemple, peuvent aussi générer des pénibilités et les rythmes de travail.
Alors c'est peut-être pas grand-chose, mais ça veut dire que derrière, dans notre logique, on peut ouvrir les facteurs dits de pénibilité. Actuellement, il y en a 10. Cette définition, pourquoi pas, elle ouvre les possibilités de définir de nouveaux facteurs de pénibilité. Alors, bien évidemment, ces principes, ils gouvernent à l'organisation de la santé dans l'entreprise à la charge de l'employeur, qui reste l'acteur principal, l'acteur premier. Mais ça innerve aussi sur le rôle des autres acteurs de la santé au travail dans l'entreprise. Alors, rapidement, les médecins du travail, la santé au travail, les services de santé au travail. Nous proposons que les services de santé au travail et les médecins du travail se voient reconnaître une mission générale et une compétence générale sur toutes ces problématiques de santé. Or, juridiquement, ce n'est pas le cas. Et là, ça participerait d'un objectif de simplification. Si vous ouvrez la partie légale ou réglementaire du Code du travail, sur le médecin du travail ou sur les services de santé au travail, vous avez un listing d'un certain nombre de sujets. Alors, il y en a pas mal, c'est vrai, mais c'est un listing de sujets, de questions, de thématiques sur lesquelles le médecin du travail peut intervenir, a des informations, peut lancer des expertises, etc. Nous, on raille tout ça et on dit le médecin du travail, tout ce qui touche à la santé, il peut intervenir. D'accord ? Une mission générale en matière de santé. Très important également, vous le savez peut-être, les services de santé au travail sont organisés de deux manières. Soit vous avez des services de santé au travail qui sont externalisés, les petites entreprises, moins de 500, ils adhèrent à un service de santé au travail et le médecin du travail il est extérieur à l'entreprise. Ou alors, dans les grosses entreprises, à partir de 500, vous avez un service autonome de santé au travail avec un médecin du travail dans l'entreprise, qui est le salarié de l'employeur. Ça pose inévitablement des problèmes de dépendance, d'indépendance. Je dis les deux, d'accord ? Nous, on propose d'externaliser tous les médecins du travail. On propose la suppression des services, ce qu'on appelle les services autonomes de santé au travail. Alors, idem pour les représentants du personnel. On a fusionné, je l'ai dit, puis je n'ai pas expliqué, mais on a fusionné les représentants du personnel, mais on maintient une instance représentative du personnel spécialisée sur les problématiques de santé. C'est trop important, c'est trop complexe, c'est trop spécial pour diluer ce sujet-là dans l'ensemble des prérogatives d'une instance unique du personnel, comme le font les ordonnances. Là-dessus, on est en opposition directe avec ce que prévoient les ordonnances. Et on met en place un comité de santé et des conditions de travail, à la place du CHSCT. On a enlevé le H, c'est énorme. C'est énorme. On passe du CHSCT au comité de santé et des conditions de travail. Pourquoi je dis que c'est énorme de manière un petit peu ironique ? Parce que ce vocable d'hygiène, il a une connotation 19e siècle, à l'ancienne. D'accord ? Donc on enlève le mot. C'est l'idée aussi que ce droit de la santé au travail, jusqu'à la fin des années 80, c'était d'abord un droit de l'organisation sécuritaire de la prévention des risques dans l'entreprise. Il y avait une législation très abondante en matière d'éclairage, d'aération, de nettoyage, enfin, etc., etc. Voilà, ce côté hygiéniste, organisationnel de la sécurité. Aujourd'hui, de notre point de vue, le droit de la santé au travail, il doit prendre en compte les problématiques de santé dans leur ensemble et prendre en compte les problématiques de santé de la personne au travail, pas le travailleur. Le travailleur, lorsqu'il franchit les portes de l'entreprise, il ne perd pas sa qualité de personne. Et c'est donc par le biais de la santé de cette personne au travail que l'on doit organiser le droit de cette santé au travail. Donc maintien d'une instance spécifique. Vous l'avez vu avec des pouvoirs qui sont élargis, là encore, sur toutes les problématiques de santé, risques professionnels, environnementaux, de santé publique et industriels. Et puis, dernière chose, on propose que, ce qui n'est pas le cas auparavant, que cette instance représentative du personnel ait un droit de blocage, un droit de veto dans les situations qui lui apparaissent comme trop compromettantes de la santé des salariés. Eh bien, les représentants du personnel devraient pouvoir faire cesser la situation de travail. C'est pas le cas actuellement. Donc voilà un petit peu, très très rapidement, mais on pourra y revenir si vous voulez, quelques éléments de cette proposition de Code du travail. J'ai été déjà trop long, mais je vous remercie de votre attention. Pourquoi avec des appareils comme ça, on a du monde, 3000 volts. Déjà, je sais pas. On fait tout sauter, on n'a pas...